Bienvenue tout le monde. Bonjour. Alors, on laisse rentrer les gens. Dans le webinaire, nous allons commencer dans un instant. Et gens commencent à arriver. Bienvenue tout le monde. Je n'entends pas la musique. Ah, pour moi, c'est très fort. Je vais vérifier. Bienvenue tout le monde. Bienvenue au webinaire. Nous apprécions vraiment votre présence aujourd'hui. Il s'intitule Force et solidarité au Soudan. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de joindre à nous aujourd'hui pour parler de cette question très, très importante. Je m'appelle Rita Morbia et je suis co-directrice à Interpares. J'ai le privilège de faire une brève présentation. Quelques points logistiques avant de commencer. Interpares signifie entre égaux. C'est une organisation féministe canadienne de justice sociale qui croit en la solidarité comme approche de la coopération internationale. Nous travaillons avec des groupes de militants dans nombreuses régions du monde, y compris au Soudan ainsi qu'au Canada. J'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel Interpares est basé se trouve sur le territoire non cédé, non abandonné du peuple Anishinaabe. En reconnaissant le territoire, nous souhaitons également réaffirmer notre engagement institutionnel à agir en solidarité avec les peuples autochtones de trois manières principales. Premièrement, en entretenant des liens programmatiques avec des mouvements de militance autochtone, en particulier l'Organisation autochtone féministe. Deuxièmement, en soutenant la résistance et la résurgence non autochtone et troisièmement en encourageant les sympathisants de notre organisation et d'autres personnes non autochtones à soutenir et investir dans les mouvements en faveur des droits des autochtones et de la décolonisation. En mentionnant ça, je me rappelle à moi-même et les autres colons à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont ces engagements pourraient éclairer notre engagement dans l'événement d'aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a pas de paix sans justice à l'étranger ou chez soi. Le webinaire, c'est en anglais, mais il y a de l'interprétation simultanée en français. Cliquez sur l'icône du globe au bas de l'écran pour accéder à la fonctionnalité d'interprétation. Un rappel aussi de parler lentement pour l'interprète. Notre soutien technique est Monique Cuillet. Veuillez lui envoyer un message dans la boîte de clavardage si vous avez des problèmes. Elle surveillera également la boîte de clavardage pour s'assurer que les commentaires sont respectueux. N'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de clavardage et à nous faire savoir d'où vous rejoignez. Nous espérons avoir un peu de temps pour les questions vers la fin. Mettez-les dans la boîte de clavardage à n'importe quel moment durant le webinaire. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site web d'Interpares et envoyé à toutes les personnes inscrites.
Finalement, nous aborderons des questions très difficiles, notamment en ce qui concerne la guerre, les conflits au Soudan. Donc, faites le nécessaire pour prendre soin de vous. Je cède maintenant la parole à notre modératrice, Dr. Amanda Dell, présidente du conseil d'administration d'Interpares. Sa biographie sera dans la boîte de clavardage aussi. Alors, Amanda, merci, Richard, et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis si contente d'être avec mes amis de longue date, Acha, Rémi, Ilham, Ibrahim. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble avec nos similarités et différences. C'est un honneur de vous parler du travail que vous faites actuellement. Je veux nous ancrer un peu dans le contexte pour ceux et celles qui n'y seraient pas aussi familiers. Je veux dire au public que depuis le 15 avril 2023, le Soudan a été le théâtre d'une guerre désastreuse qui a éclaté à Khartoum, la capitale, qui est entre des forces armées soudanaises et les forces de réponse rapide. Ça a cru dans la crise de déplacement la plus grosse au monde et la plus grande crise humanitaire jamais enregistrée. Malgré les efforts diplomatiques des personnes comme vous qui travaillent dans des organisations de société civile ont été déplacés. Donc, je voulais vous entendre. Ilham, je crois que c'est vous qui allez répondre à cette question. Pouvez-vous nous faire une mise à jour d'où en sont les choses sur le plan politique et comment vous deux, vous restez engagés, impliqués dans le travail que vous faites? Ilham, vous devez allumer votre micro. Merci Interpares pour l'organisation de ce webinaire. Merci Amanda. Merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui pour ce webinaire très important. C'est très important pour nous. Comme Dr. Amanda l'a dit, le RSF et les forces armées suprêmes sont dans ce conflit depuis la mi-avril 2023. Au sujet des développements politiques actuels, je vais me concentrer sur 4 points. Le premier, récemment, il y a 2 semaines, le RSF ainsi que des entités politiques alignées avec le RSF ont annoncé un plan d'établir un gouvernement parallèle au Soudan pour que des régions soient sous leur contrôle. Ce développement cause des préoccupations sérieuses en ce qui est trait à l'unité soudanaise. Il, S'il y a 2 administrations distinctes dans les différents territoires, ce développement a été confronté par de la critique internationale et les préoccupations sont que ça pourrait mener à une aggravation du conflit en soi, mais encore plus que ça mettrait en question l'unité et l'intégrité du Soudan et des corps comme le Conseil de sécurité de l'ONU, la Ligue arabe, l'Union africaine,
Plusieurs gouvernements, États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, le gouvernement du Kenya, ont exprimé leurs préoccupations et veulent rencontrer ce gouvernement. Le deuxième développement est en trait aux avances militaires en soi. Les forces armées soudanaises ont récemment fait du progrès dans l'expansion euh, en pétrole, en ce qui a trait à ce qui se passe à Khartoum, à Jazeera, dans certaines régions. Mais ils ne continuent pas à contrôler ce territoire. Nous voyons ce mouvement entre ces partis en conflit et leurs milices respectives. Le Soudan continue à vivre des violations sévères en matière de droits civiques et politiques. La suppression des libertés de RSF, dont la liberté d'assemblée, de la presse, des militants, des défenseurs des droits de la personne sont visés par des attaques, des meurtres et même de la violence sexuelle, surtout celles ciblant les femmes. Les organisations de société civile, surtout celles qui défendent les droits de la personne, les droits des femmes, les organisations menées par des femmes font face à des restrictions par rapport à leur activité. On va à l'encontre de leurs droits, des droits de leurs parties prenantes et de leurs partenaires. Les violations inclut aussi des citoyens qui sont affectés. Il y a un grand nombre de personnes qui ont été déplacées de leur foyer. C'est estimé à 30 millions de personnes. Les femmes et les femmes représentent plus du 2 tiers de ce chiffre, soit des IDP à l'intérieur du Soudan. Ils cherchent du refuge soit à l'intérieur du Soudan ou dans les pays avoisinants. L'accès à tous les services de base sont niés sous ces conditions de guerre désastreuses. Je vais m'arrêter ici. Merci, Ilham. Ça brise le cœur d'entendre ce qui se passe. Je sais que vous et Acha avez dû quitter le pays comme des centaines de milliers d'autres. Et je me demande, comment restez-vous engagé dans le travail que vous faites par rapport à l'impact que ceci a sur les femmes au Soudan en particulier? Comment restez-vous impliqué comme organisation? Comment gardez-vous cette communication? Comment restez-vous soutenu quand vous avez dû euh, quitter, quand il y a cette persécution? Je sais que vous avez fait du travail important à rester en contact avec des femmes qui sont en train de vivre les violences que vous décrivez au Soudan. On va en parler davantage, mais comment continuez-vous à rester engagé, à être soutenu dans ce moment? Acha, il faut allumer votre micro. Je vous laisse suivre ce que Ilham a. Je vais parler après Ilham parce elle va parler de l'organisation ou je peux commencer aussi sans problème. Comme vous voulez, allez-y, Ilham. Donc, l'Organisation soudanaise pour la recherche et le développement, le SORD, est un organisme féministe qui travaille au Soudan depuis
2017. Notre objectif central est de soutenir l'égalité des genres, de se battre contre la discrimination et de travailler pour l'inclusion. Nous travaillons au Soudan et dans 5 États au Sud-Soudan ainsi qu'à Ouganda. Après Acha, je pourrais parler de la situation actuelle et des interventions dans différentes parties du Soudan. Merci beaucoup, Ilham. Acha, à vous. Merci, Amanda, et merci, Ilham. Merci d'organiser ce webinaire. C'est vraiment une opportunité précieuse pour nous de parler de ce qui se passe dans notre pays. La question qui m'a été adressée, c'est comment on continue donc notre travail. Ma question directe et évidente, c'est avons-nous une option? Avons-nous une alternative? Est-ce qu'on a le choix? Je crois qu'on n'a pas d'autre choix d'option. On doit continuer notre travail. On n'a pas le choix. Mais quand je dis ça, je veux pas que personne pense que c'est facile. Ce n'est pas facile du tout et ça prend plus que de garder notre engagement, notre cause dans son ensemble, mais c'est plus de regarder au-delà de soi, de ses propres expériences. Et Amanda, vous avez dit, on a vécu la guerre, son impact. Donc, pour continuer ce qu'on fait, nous devons regarder au-delà de nous-mêmes, de nos défis personnels. Nous devons, comme je le fais toujours, je me rappelle tout le temps que nous avons un engagement à respecter. Nous nous sommes engagés avec les personnes avec qui nous travaillons. Nous avons un engagement envers notre pays, envers le futur de nos enfants. Donc, il n'y a aucune façon qu'on puisse rester passif, arrêter d'essayer de faire quelque chose dans le contexte de cette situation très difficile et complexe. Au niveau personnel, je crois que toutes les nuits blanches qu'on a passées, que j'ai passées, beaucoup de nuits blanches. Et durant celle-ci, j'ai toujours des conversations avec moi-même. Je me dis qu'il n'y a pas d'espace pour le désespoir. Il n'y a pas d'espace pour perdre d'espoir. Mais je me rappelle aussi que c'est correct pour moi de ne pas me sentir correct et de le montrer, de ne pas me sentir bien. À la fin du compte, nous sommes des êtres humains et nous avons nos propres enjeux, nos problèmes internes, et faiblesses internes personnelles. Une des choses, je crois, qui me motive à continuer le travail, c'est que je suis, et je pense Ilham aussi, je parle pour Ilham et certains de nos collègues, c'est que nous sommes quelques-uns des privilégiés au Soudan. J'ai vécu la guerre, mais ça m'a pris 11 jours à pouvoir être dans un lieu sécuritaire, seulement 11 jours. Durant ces 11 jours, les gens avec qui j'habitais, mes voisins, certains des membres de ma famille n'ont même pas pu se déplacer. Moi, j'ai pu le faire parce que, comme j'ai dit, je suis une des rares privilégiées. Je suis éduquée, je n'ai pas
de problèmes économiques. J'ai une famille élargie, éduquée qui nous a soutenus tout le long. Donc, vu que j'ai ce privilège, je dois l'utiliser. Je dois penser aux milliers de femmes qui n'ont pas ce privilège, qui n'ont pas cet accès. Elles vivent dans des camps avec presque rien. J'ai vu les camps moi-même parce qu'avant que ma ville soit attaquée, je travaillais avec des femmes et des filles dans les camps, dans mon village et dans la ville avoisinante. Donc, j'ai vu la situation que dans laquelle je suis maintenant. Il y a des gens qui ont vécu la guerre dans ma zone. Je connais la situation, mais la situation s'est empirée en raison du grand nombre de personnes qui ont été déplacées. Quand Ilham a dû quitter le pays, c'était seulement Khartoum qui a attaqué et la guerre continuée n'a pas arrêté depuis 2023. Quand j'ai fui, la guerre a pris de l'expansion vers Al Jazeera, vers Cordoba, dans d'autres zones. Donc, le nombre de familles qui se sont déplacées pour fuir le conflit a augmenté et la crise humanitaire s'est empirée au quotidien. Donc, juste de penser à ça, de penser à l'engagement que l'organisme SORT a fait envers les gens avec qui nous vivons, pour lesquels nous travaillons. Donc, nous sommes un organisme qui existe encore. Nous avons des liens, des partenariats avec des milliers de femmes avec qui nous travaillons au Soudan. Donc, on ne peut pas disparaître pour ces femmes. Nous devons garder ces liens. Nous devons reconstruire cette confiance qui a été construite au fil du temps. Et penser à ça tout le temps me donne à moi et à mon organisme, à tout l'organisme, ça nous donne le courage et l'énergie pour continuer. Un autre enjeu très important, c'est que je suis en Ouganda, merci. Maintenant, certains d'entre nous le sont, mais la plupart de notre personnel est au Soudan. Le SORD a 4 bureaux au Soudan. Donc, l'insécurité, la possibilité que la guerre atteigne ces zones, et la continuation de ce que fait SEORD à ce niveau-là est aussi une motivation pour nous de ne pas abandonner, de toujours continuer le travail. Donc, comme j'ai commencé en disant, nous n'avons pas d'option en tant qu'organisme. Nous n'avons pas le choix. Je n'ai pas de choix au niveau personnel. Il n'y a aucune façon pour nous de juste jouer les victimes et de se séparer de ce qui se passe. Répète que ce n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on pense juste que ce qu'on fait ne fait pas de différence. Peu importe ce qu'on fait, au-delà des attentes et des besoins des gens avec qui nous travaillons, ça fait pas de différence. Mais ces moments de doute, par chance, ça va et ça vient. C'est la réalité avec qui nous vivons. Nous sommes dans une situation d'une guerre très vicieuse, sûrement la pire en histoire de l'histoire récente, et il n'y a pas de lumière à l'avenir. Comme Ilham a dit, la situation s'empire de jour en jour, sûrement de heure en heure. C'est la réalité. Il faut soit l'affronter, essayer de faire quelque chose, ou on, on juste, on meurt. Pas littéralement, mais on n'est plus là, qui n'est pas une option pour nous, comme j'ai dit. Par chance, en raison de
la force qu'on a au sol qui s'est développée au cours du temps. Nous avons, grâce à ça, une gestion qui est très rapide, très intelligente. Ils prennent les bonnes décisions au bon moment. Donc, Sword a quitté de Khartoum vers Kassala et de Kassala vers l'Ouganda avec beaucoup de courage, en prenant beaucoup de risques. Nous avons affronté beaucoup de risques. On allait dans un avenir incertain qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais c'est pourquoi je crois qu'on est dans une meilleure posture en ce moment en tant qu'organisation et par chance, nous attirons de nouvelles personnes et Sword a été reconnu par plusieurs des acteurs et des personnes avec qui nous travaillons. Nous allons en parler davantage plus tard sur ce que nous avons réussi à faire et la recherche. Merci, Amanda. Merci, H. J'aimerais tellement que cette distance n'était pas entre nous, qu'on n'était pas au plan virtuel parce que j'aimerais tellement vous prendre dans mes bras pour montrer ma solidarité. Alors, merci de partager tellement d'amis, d'alliés et vous félicite dans les commentaires pour les brillantes décisions que vous avez prises chez ça. Et en reconnaissant que vous travaillez sur votre propre traumatisme en même temps que vous travaillez sur le traumatisme des autres. Vos mots très sages sur le fait que le désespoir n'est pas une option. Vraiment, la planète entière doit comprendre ça. Nous sommes dans une période difficile à tous les niveaux, partout dans le monde. Même ceux qui ne sont pas en plein milieu d'une guerre sont en plein milieu d'une un type de guerre différent, une guerre contre les droits. Et cette solidarité que nous avons quand nous avons ces conversations, quand nous exprimons la solidarité les uns envers les autres à travers ces distances et ces différences, c'est critique pour nous garder soutenus dans ces combats. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Oui, oui. Donc, je sais que vous avez pu garder l'espoir. Nous allons en parler dans un moment. Je sais que mes amis, chers amis collègues dans le public aujourd'hui en ont parlé par rapport à leur propre travail au Soudan. Mais je sais que ce qui a créé de l'espoir pour vous, c'est certaines des recherches que vous avez menées en tant qu'organisation. Donc, vous avez découvert ce qui est terrible dans le monde, mais en même temps, vous êtes inspiré par la résilience et la résistance que vous avez rencontrées. Donc, je sais que vous avez fait des recherches sur les effets de la guerre sur les femmes soudanaises. Et je me demande si vous pouvez nous en parler un peu de cette recherche et pourquoi vous pensez que c'est si important. Oui, bien sûr. Merci, Amanda. Je veux juste rappeler à tout le monde que l'organisme sort de sa commission de faire de la recherche. C'est l'Organisation soudanaise pour la recherche et le développement. Alors, durant toute notre histoire, nous avons été motivés à faire de la recherche, surtout pour nous informer sur ce que nous devions faire, mais aussi pour s'informer sur le type de militantisme que nous voulons faire et partager. Et durant notre expérience, nous avons développé ou sommes devenus plus forts à conduire de la recherche utilisant des outils de participation, une méthodologie participatoire. Et plus tard, pendant qu'on faisait ça, nous en avons appris davantage sur la méthodologie féministe qui est aussi, qui a aussi à son centre la participation. Quand
La guerre a commencé en 2023. Je me souviens des conversations au sein de l'organisation que malgré les enjeux que nous vivions, dont la destruction de notre bureau à Khartoum qui a été complètement démoli, nous avons pensé, OK, nous sommes dans une situation où nous devons être conscientes de nos rôles, notre rôle dans la documentation de ce qui se passe aux femmes sur le terrain. Surtout que cette guerre, dès le début, a montré tous les signes d'être une guerre brutale qui, où il y aurait le pire type de violence envers les femmes, principalement la violence sexuelle contre les femmes, dont le viol, l'exploitation sexuelle, tout ça. Donc, nous avons commencé à ce moment-là, quand la guerre était à Khartoum, et je me souviens que j'étais à ce moment-là à Jazeera, et nous avons un bureau à Castella aussi, et nous avons pensé que c'était les trois points où on a pu commencer à documenter nos expériences, ces expériences. Donc, on a commencé deux recherches pas mal parallèles. La première, c'était de se concentrer sur Khartoum parce que Khartoum, c'était difficile à ce moment-là. C'était une zone très fermée. Les gens fuyaient Khartoum. Personne rentrait dans Khartoum pour faire quoi que ce soit. Mais par chance, nous avions toujours et avons toujours le réseau des femmes avec qui nous travaillons à Khartoum et qui nous ont beaucoup aidés à conduire cette recherche, à documenter les cas. Et certaines de ces femmes font partie de ce qui est euh, les pièces d'urgence. Donc, les endroits pour soutenir les personnes, les salles d'urgence qui sont là pour soutenir les personnes victimes de la guerre. Et grâce à ça, nous avons pu documenter plus de 27 cas de violences sexuelles directes sur les femmes, dont nous avons parlé directement aux victimes. C'était la première partie. Et ça nous a encouragés à continuer la documentation à Jazeera et à Kassala, où la situation est un peu différente parce que c'était considéré des zones relativement sécuritaires. Et les femmes ont été déplacées de Khartoum vers ces endroits. Nous avons pu aussi documenter des cas. Et en plus de ça, nous avons pu identifier d'autres types de violences envers les femmes. Les femmes elles-mêmes ont décrit certains types de violences qu'elles vivent, qui, selon notre perspective, on n'y avait pas pensé. Je donne deux exemples. Premièrement, ce qu'elles appellent la violence économique. Quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez dire par ça, c'est qu'elles essaient de gagner de l'argent pour soutenir leur famille. Elles vendent des légumes, de la nourriture, des objets d'artisanat, tout ce qu'elles peuvent. Elles vendent du thé. Mais les gardiens de sécurité viennent les voir et brutalement les harcèlent. Ils confisquent tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils imposent des, euh, des frais très élevés à payer. Et c'est des amendes. Ils disent que c'est une violence économique parce que nous sommes pauvres. C'est la seule façon que nous pouvons fournir de la nourriture pour notre
famille, on a tout perdu et ensuite on vit cette violence. Alors, c'est quelque chose qui ajoute à la violence sexuelle. Elles ont aussi parlé de l'augmentation de la violence euh, domestique. Les femmes, les conjointes, les sœurs, les filles ont été battues davantage par leurs conjoints, les frères, leurs maris. Et ça augmente. J'ai rencontré une femme qui a perdu un œil, une autre dont son bras a été cassé parce que ces hommes sont frustrés et quand ils viennent à la maison, ils veulent que les femmes fassent tout et ils les battent. Donc, ça ajoute aux différents types de violences que nous avons documentées. Hmm. Une autre type de recherche qu'on a fait, c'est que nous avons donné de l'expansion à l'idée de collecte d'informations, non seulement sur la violence sexuelle, mais aussi sur toute la situation, sur ce qui se passe au au sens plus grand du terme. Nous avons commencé un projet conjoint avec les femmes. Nous leur avons parlé euh, en groupe et individuellement dans 16 États du Soudan. On a fait ça en 2023, en mai-juin de 2023. Nous avons parlé à plus de 450 femmes. Nous avons essayé de collecter le plus d'informations possible, le plus d'opinions, de perceptions sur les défis qu'elles vivent. Et ces informations menées par, ce travail mené par SWORD a été présenté à une grosse conférence ici à Kampala en octobre de 2023. Et il y a eu une déclaration de Kampala, la déclaration féministe de Kampala. Et la collaboration principale à cette déclaration, c'était notre recherche. Nous avons trouvé que c'était une bonne façon de parler aux femmes avec, à travers de leurs réseaux locaux, parce qu'on n'a pas pu le faire physiquement en présence à Kassala ou à Kampala. Donc, on a continué ces consultations. Je vais juste regarder mes notes un instant. Pour vous dire les chiffres, nous avons parlé à 230 femmes en avril et mai 2024, ensuite à 165 femmes dans 60 États, dont Khartoum, et aux femmes aussi réfugiées ici, réfugiées à Kampala. Et ça a révélé d'autres informations parce que entre octobre 2023 et octobre 2024, tellement de choses se sont produites sur le terrain. La situation s'est empirée très rapidement, avec un momentum très rapide. Je veux juste décrire certains des enjeux que nous avons discutés avec ces femmes. Premièrement, nous voulions entendre parler de la situation actuelle. Nous voulions qu'elles nous parlent de leur situation actuelle, de comment elles vivaient au quotidien, de comment elles survivaient, des défis qu'elles vivaient par rapport à ce qui a changé depuis. Parce que la plupart d'entre elles ont été déplacées. Nous avons, en passant, parlé à la communauté déplacée et aussi une communauté haute, donc les communautés qui ont accueilli tellement de ces personnes déplacées, surtout des femmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce parcours? Parce que c'est un parcours, c'est tout un processus, c'est pas juste d'aller d'un endroit à l'autre. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change actuellement? Parce que la guerre continue.
Alors, on s'est concentré sur les rôles des genres, comment les rôles genrés typiques ont changé. Est-ce qu'ils ont changé pour les femmes, les enfants, les hommes, pour tous? Qu'est-ce qui se passe avec les rôles genrés? Comment est-ce que la guerre affecte les relations familiales, les relations avec les membres de leur famille, leur communauté, même avec les familles nucléaires, les familles élargies? Comment est-ce que la guerre a affecté ça? Est-ce qu'ils travaillent ensemble, individuellement? Quel type de relations construisent-ils? Quel type de mécanisme de survie est-ce que les femmes font? Comme j'ai dit, il y a les salles d'urgence que j'ai mentionnées. Ou est-ce qu'il y a d'autres types de mécanismes pour la survie qu'ils utilisent pour se protéger, pour travailler ensemble, pour prendre soin les unes des autres, pour se donner du soutien? Et on leur demande si elles ont vécu de la violence genrée, sexuelle, quel type de violence elles ont vécu. Qui sont les personnes qui sont le plus affectées, les personnes, euh, les victimes directes, et qui sont les agresseurs qui ont commis ces crimes de violence? Est-ce qu'elles reçoivent de la protection? Qui répond à ce qui se leur passe? Donc, sur le plan de la protection, de la réponse, à leur fournir ce dont elles ont besoin, comme des médicaments, par exemple. Est-ce que la guerre a affecté la violence conjugale, domestique? Est-ce que ça augmente la violence familiale, domestique, conjugale? Qui est le plus affecté par cette violence? Est-ce que tout le monde est affecté de manière égale ou pas? Est-ce qu'il y a un type de résistance? Quel type de résistance? Est-elle directe ou indirecte? Cachée un peu? Comment voit-elle l'avenir? Comment voit-elle l'avenir du Soudan en général? Ça, en termes de sécurité et de paix, nous avons aussi collecté des histoires personnelles, des témoignages oraux avec les femmes lors d'entretiens face à face que nous avons eu. Ça a révélé tellement de choses pour nous, comme des choses qui a plus cachées, des choses qui confirmaient ce qu'on suspectait, mais des choses qui étaient nouvelles pour nous. Par exemple, toutes les femmes à qui nous avons parlé ont vécu des impacts négatifs de la guerre. Toutes. Mais cette expérience varie beaucoup selon plusieurs facteurs qui sont interreliés, par exemple la situation économique, la classe sociale, dont elles viennent, l'ethnicité, la tribu, statut social, le handicap, l'âge. Oui, on a parlé un peu de ça avant ce webinaire, achat. La façon dont les effets de la violence, il y a beaucoup de recherches partout dans le monde sur ça, qu'en moment de conflit, les femmes vivent de la violence genrée augmenté et c'est vrai aussi que l'impact est différencié, intersectionnel. Oui, définitivement. Quand on regarde le contexte des crimes de guerre, c'est vraiment important de regarder à l'arrière-plan des crimes de guerre. Quelle forme de discrimination, de désavantage et d'oppression structurelle existait même avant et comment ceux-ci sont amplifiés durant la guerre. Et ce que vous avez décrit, que j'ai lu dans votre recherche, c'est que ceux qui ont eu avaient des désavantages relatifs avant la guerre, qui avaient des préjugés par rapport à leur ethnicité, par rapport à leur classe sociale, ceux-ci étaient plus sujets à des formes de patriarcat,
patriarcat et que maintenant ils vivent des formes plus extrêmes de violence en raison de ce conflit. Oui, définitivement. Je peux donner des exemples. Savez-vous que durant ce conflit, dans certains États, les gouvernements des États ont inventé un règlement qui s'appelle la loi des visages étrangers. C'est une traduction très littérale de l'arabe, mais ça en dit vraiment beaucoup sur l'arabe. On discrimine contre ces gens basés sur leur aspect physique, donc leur couleur, leur type de cheveux, d'autres traits physiques. Ils sont considérés comme des intrus, donc. Donc, ils les prennent sur des transports en commun. Parfois, ils sont emprisonnés, interrogés juste sur ça, sur seulement ce qu'on appelle des visages étrangers. L'argument qu'ils donnent est vraiment très drôle. Ils disent que le RSF recrute des personnes de l'extérieur du Soudan, des pays voisins, de l'Afrique centrale, du Tchad. Et on pense que ces gens ne sont pas soudanais. Même si on montre ces pièces d'identité soudanais, si on est arrêté comme visage étranger, on peut être arrêté. Donc, la discrimination aussi, il y a envers certaines opportunités. Ça arrivait avant la guerre, mais ça arrive encore plus maintenant. Mais le gros problème pour moi, c'est de- que toute cette recherche n'a pas révélé que l'enjeu des personnes LGBTQI n'a pas été révélé. Donc, clairement, soit on n'a pas pu les rejoindre durant cette consultation, ou peut-être qu'eux-mêmes se sont invisibilisés, ou les deux en même temps. Oui, bien sûr. Et on doit explorer cette question. Nous devons parler d'eux. Nous devons essayer de voir. On sait qu'il y a plein de gens de cette communauté, mais ils sont juste pas là. Une autre manifestation de ceci, c'est ce qui se passe aux personnes en situation de handicap. Et en ce qui a trait à la violence sexuelle, la discrimination, ça se passe aux personnes en situation de handicap de façon élevée. Et c'est clair aussi que les filles, les femmes sont plus vulnérables, elles sont plus les victimes dans des cas de discrimination. J'ai entendu tellement d'histoires sur des petites filles en situation de handicap de 10 ans qui sont tombées enceintes. Certaines d'entre elles sont mortes durant l'accouchement. Et tout ça arrive sans protection. Ça arrive parfois dans l'espace public. Alors, ce qui se passe aux femmes et aux filles en situation de handicap, c'est vraiment alarmant. Un autre groupe, c'est les enfants qu'on appelle au Soudan enfants sans soutien, donc des enfants qui n'ont pas de père légalement et que les mères ont abandonné. On a un cas très clair la semaine dernière. Une petite fille de 13 ans a été tuée par un homme qui devait la protéger dans le camp. Il l'a battue à mort. Ces groupes sont absolument vulnérables. Ils n'ont nulle part où aller. Ils sont si vulnérables. Elles sont vulnérables. Alors, malgré ce que j'ai dit, bon, bien sûr, toutes les femmes
les filles sont affectées par la guerre, mais on voit que leurs expériences sont différentes. Le type de violence qu'elles vivent est très différent. Le niveau d'attention qu'elles reçoivent est pratiquement négligeable. Même par ce qu'on appelle les défendeurs des droits de la personne ou des organismes humanitaires, ils tendent à les ignorer quand il y a des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont différentes, qui viennent d'endroits différents, de tribus différentes. J'ai aussi entendu quelques histoires que je ne peux pas confirmer sur leur authenticité, qu'il y a de la discrimination donc contre les minorités religieuses. Surtout en ce qui a trait d'aller chercher ses papiers d'identité, son passeport, ou bien pour les familles qui essaient de recevoir du soutien familial. Parce que s'il y a des mariages, des divorces, il n'y a pas de loi valide pour les non-musulmans au Soudan, donc ils ne reçoivent pas d'attention. Donc, comme vous avez dit, oui, la guerre nous affecte tous de façon différente. Et bien sûr, ça transforme nos identités différemment et sûrement aussi la façon dont on se comporte, parce que la guerre change les personnes, comment ils se comportent, hein. On ne sait pas ce qui va arriver à l'avenir. Ce qui se passe, c'est tellement laid, c'est transformateur d'une façon très laide au Soudan. Oui, et on sait que ça a des impacts générationnels, comme vous avez dit. C'est transformateur d'une façon négative. Je crois que c'est important de réfléchir à cet impact, de ne pas s'en détourner. Mais en même temps, je sais qu'en vous parlant que vous avez fait de la recherche additionnelle et certains membres de notre public aussi ont été impliqués dans la documentation de la force des jeunes femmes, des jeunes féministes, leur travail féroce qui demande une place à la table où on parle des efforts de paix. Vous avez parlé de l'importance de ces conversations, la résolution 13.25 à ce qui se par rapport à ce qui se passe au Soudan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais partager ce qu'est le 1325, mais c'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui demande que les femmes aient une place à la table lors des pourparlers de paix. Donc, je sais qu'il y a eu des conversations très importantes que vous avez eues avec des jeunes féministes, des gens qui travaillent sur ces jeux au Soudan qui sont dans le public aujourd'hui ont aussi eu. Donc, j'aimerais vous entendre sur l'espoir et si vous avez sur la transformation possible avec ça. Alors, le cadre de sécurité des femmes 1325 et d'autres résolutions ont, selon moi, et selon les résultats de la consultation, des consultations, il y a deux côtés. Les femmes le regardent sûrement de deux côtés. Premier, c'est si on a un plan clair, honnête du 13-25, peut-être que les femmes auront la chance de faire partie des processus de paix et du travail post-conflit, de la période post-conflit, parce que 13-25 parle de la participation, de la protection et de la prévention de la violence et de la réhabilitation aussi. Et elle a été renforcée par d'autres résolutions, dont la demande à ce que le gouvernement s'engage à soutenir le 1325 et à fournir des ressources et d'avoir des mécanismes très clairs pour que 1325 ait un effet. De cette perspective,
Tellement de femmes le voient comme quelque chose qui pourrait améliorer leur situation, qui leur donne un peu d'espoir. Nous avons manqué l'opportunité de la période transitionnelle aussi. Il y a un plan 13-25 qui ne répond pas nécessairement à l'aspiration des femmes soudanaises en ce moment. Et le coup a créé un sabotage de tout ça. Mais l'autre côté de 13-25, c'est que ça vient de femmes qui croient très fortement à la non-violence, que au fait que les processus de paix actuels sont très patriarcaux, très classiques, conventionnels. 13-25 essaie seulement de d'insérer et de trouver des engagements pour que les femmes soient accompagnées à travers ce processus. Mais ça ne remet pas en question le processus en soi, comment c'est créé, comment c'était l'ingénierie derrière celui-ci. Nous, les femmes disent, on a déjà vécu ce processus de paix et jusqu'à 2025, on n'a pas eu de plan national. Mais c'est très connu au Darfour, surtout lors du dernier accord qui a été signé en 2011. Donc, malgré ça, les femmes n'ont rien acquis de l'accord de Doha. Et donc, à moins que les femmes puissent avoir une participation dans le mécanisme et le contenu de celui-ci dès le début, pas qu'elles arrivent jusqu'à la fin de celui-ci, à moins qu'ils remettent en question l'approche très patriarcale classique des négociations de paix qui ne permet pas une rotation autour du partage du pouvoir, de la richesse et des arrangements de sécurité. Donc, il faut, si on pense juste diviser tout entre les parties en guerre et ignorer les populations vulnérables, les femmes, nous avons vécu ça, cette expérience dans le sud, d'essayer de séparer ça, mais la guerre au Darfour continue. Donc, oui, il faut remettre en question, ce cadre, pour qu'il soit plus féminin. Donc, il faut ajouter les femmes et brasser, je dis toujours. Et elles disent ça en relation à leur perception de la paix. Parce que les femmes à qui nous avons parlé définissent la paix de façon très différente. Oui, bien sûr. Donc, selon leur point de vue, leur définition, du type de paix qu'elle recherche, elle pense au processus. Et on doit les amener là. Et celui-ci est très différent du processus actuel. Donc, c'est pour ça que nous restons loin des efforts faits par plusieurs organismes pour augmenter les capacités des femmes à travailler sur des processus de médiation, à comment amener l'agenda des femmes aux tables de négociation s'il y a lieu. Nous ne croyons pas que ça ferait des transformations, des changements, pas de changements durables par rapport à ce que les femmes recherchent. Et ça nous a aussi donné une idée ici de faire la promotion d'un espace féminin et féministe. Et nous avons donc collecté ces informations des femmes pour militer pour ce que nous croyons être une paix féministe qui a différents piliers, différentes stratégies, différents et un gouvernement différent viendrait de ça. Achat, je sais que notre temps est presque terminé. Les gens ont posé certaines questions qui ne sont pas des questions simples, mais ce que je veux faire, c'est m'assurer que vous nous quittez en ayant ce dont vous avez besoin de notre part. Il y a eu beaucoup de suggestions pour la solidarité, pour le soutien dans le cavardage qu'on va s'assurer de vous faire parvenir.
dont du soutien pratique sur comment faire sortir le message avec des films, par exemple. Les gens ont posé des questions sur ce qui a mené à cette guerre, mais j'aimerais que vous nous laissiez avec des idées sur comment on peut contribuer dans notre solidarité avec vous, selon nos positions de pouvoir relatives dans le Nord. Et dites-le nous et on va partager ces informations. Merci beaucoup. C'est une question très centrale parce que on s'attend à beaucoup de choses. Et on mérite beaucoup de choses aussi. Oui, au nom de la solidarité. Et dû au fait qu'on vit sur le même globe, la même planète, et on partage les mêmes défis. Alors, la façon dont on parle du Soudan, vous avez peut-être senti la profondeur de ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, et malgré ça, c'est oublié, c'est invisible. On ne le voit pas dans les médias, aux nouvelles, seulement très rarement. Si RSF ou Abdel fait quelque chose, on voit des petits bouts d'informations uniquement. Ce qu'on veut, c'est que le monde sache ce qui se passe, ce qu'on vit. À savoir qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis à chaque jour au Soudan. Ils sont pas moins gros que les crimes qui sont commis à Gaza, par exemple. Il y a un nettoyage ethnique qui se passe au Soudan. Du viol, du trafic. Et nous attendons à ce que vous nous aidiez avec un peu plus de visibilité. Et je crois que ce webinaire est une façon de le faire, de rendre ce qui se passe au Soudan plus visible. Nous voulons aussi envoyer un message d'alerte à vous, par vous, aux agences humanitaires. Ils ne répondent pas de façon appropriée et je suis polie en disant ça. J'essaie de ne pas être dure. Donc, ils ne répondent pas de façon appropriée à la crise. Ils présument, pardon, ils continuent leurs affaires comme d'habitude dans une situation in- inhabituelle. Je ne sais pas si le Canada fait partie de cette situation humanitaire, mais ils ne le font pas de la bonne façon. Ils coordonnent avec le gouvernement qui fait partie de la guerre en soi. Ils utilisent les canaux gouvernementaux pour l'assistance humanitaire, pour qu'elles arrivent aux gens sur le terrain, mais notre gouvernement fait la discrimination, comme j'ai mentionné, selon les- de manière tribale, ethnique ou selon l'affiliation politique. Nous attendons aussi à ce que de la coordination, de la solidarité avec la diaspora soudanaise. Je sais qu'il y a une grosse diaspora soudanaise au Canada, par exemple. Nous avons besoin de leur voix pour qu'ils nous aident. Nous avons besoin de leur soutien pour élever leur voix, pour dire ce qu'on ne peut pas dire au Soudan. Au Soudan, il y a plein de choses qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas parler. Et on veut qu'on expose cette situation horrifique qui se passe au Soudan. Je pense aussi que les gens comme vous ont besoin de savoir que cette guerre a un effet multiplicateur. C'est une guerre dont on connaît les acteurs et d'autres non. C'est une guerre par procuration. Certains reçoivent des ressources, de l'argent, souvent des soldats. On leur envoie des soldats. Et ça fait, je crois que ça va affecter le monde entier parce que même la Russie, la Chine, les États-Unis sont impliqués. Je ne sais pas pour le Canada, j'aimerais en savoir plus. Il y a un peu d'ambiguïté en ce qui a trait au rôle du Canada dans la guerre au Soudan. Et finalement, de mon point de vue, ensuite je cède la parole à Edna.
Je veux de la solidarité des mouvements des femmes, du mouvement féministe. On doit ramener ça sur la table. Nous avons besoin de soutien. Mais nous avons quelque chose à offrir. Notre expérience n'est pas petite, hein. Nous essayons, je crois que vous l'avez vu dans les rapports, nous essayons de construire notre propre féminisme contextualisé au Soudan. Nous devons aussi recevoir du solidarité d'autres mouvements féministes parce que chaque mouvement féministe doit comprendre le contexte dans lequel il vit. Je vais arrêter ici, je vais céder la parole à Ilham. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps, mais vous avez fait un excellent travail à répondre à cette question. Et je crois que dans le clavardage, on voit beaucoup de réponses, d'idées sur comment continuer à vous soutenir à l'avenir. Il y a un effort ici dans le mouvement des femmes pour la paix et la sécurité. Interpares aussi est instrumental pour s'assurer qu'il y a des yeux sur le Soudan avec un accès direct au gouvernement pour continuer à parler du Soudan. Et dans mes conversations avec Affaires mondiales Canada, ils ont reconnu qu'ils doivent améliorer leur travail sur ça. Alors, on travaille sur ça. Je veux vous remercier du fond, de tout mon fond, mon- avec l'incroyable clarté que vous avez pu garder malgré tout ça. J'espère que vous voyez tout le soutien, toute l'admiration dans les commentaires du clavardage. Et on est là pour remplir votre tâche. On est là, on va continuer d'être là. Et merci de partager cette liste des choses sur lesquelles on peut vous aider. On va continuer de vous aider. Merci beaucoup. Merci Amanda, Rita. On vous aime tous. On vous aime aussi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Interpares. Merci beaucoup. Je veux juste formellement reconnaître Asha, Ilham, Amanda, l'incroyable webinaire que nous avons eu aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Je remercie Monique à la technique pour comment ça s'est passé aujourd'hui. L'équipe de communication d'Interpares ainsi que l'interprète. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui donc ont à cœur cette question, nous allons partager le lien du webinaire et on va aussi partager la recherche que Acha a mentionnée au cours des semaines prochaines. Ce sera tout sur notre site. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. On vous souhaite une excellente journée.